Bien, et là, c'est Dalen Diallo, notre invité dans cette émission Les Grandes Gueules. On va s'intéresser à d'autres volets. On va s'intéresser à d'autres volets. À l'opposition. Très rapidement, on va parler d'économie. L'opposition qui menace de reprendre les manifestations de rue, cette fois-ci pour défendre la vie chère, Monsieur le Président. Vous pensez que dans ce contexte économique actuel de notre pays, le moment est opportun? Déjà, j'ai eu l'occasion de vous expliquer pourquoi nous sommes dans cette crise économique. On a entendu dire le progrès en marche pendant la campagne. Le bâtisseur. Attendez. 2013, avant Ebola, nous avons fait un taux de croissance de 2,3%. 2 ans après l'annulation de la dette. 2014, croissance nulle. 2015, croissance négative. Facile, on attribue, c'est Ebola, le coupable. Ce n'est pas Ebola, c'est la mauvaise gouvernance. Ebola s'est traduit par un transfert positif, un transfert énorme de ressources. Et si vous regardez, contrairement à ce que le gouvernement dit à Davos ou à la fête des femmes, par la voix du président, que s'il y a la crise, c'est à cause d'Ebola et de la baisse des matières premières. Je vais d'abord vous dire... Il vous accuse aussi, hein, vous opposants, d'avoir organisé des manifestations. Sur les 2 dernières, depuis que j'ai dit que la stratégie de Alpha, c'est qu'après lui, tout ce qui n'a pas marché soit attribué à Saïd Fofana, parce que pour lui, c'est les premiers ministres qui sont responsables de tout ce qui n'a pas marché. Je crois qu'il parle moins des premiers ministres, parce qu'on sait, si c'est après Alpha, c'est lui qui viendra dire que c'est Saïd Fofana qui était coupable de toutes les dérives, de toutes les violations des droits humains et qu'on sort. Attendez, je vais vous dire, il y a eu une mauvaise gestion. Les recettes minières n'ont pas baissé en 2015. En 2014, elles ont augmenté par rapport à 2013. En 2015, elles ont augmenté par rapport à 2014 pour atteindre 1558 milliards en 2014 contre 1350 milliards en 2014. 1558 en 2015, 1350 en 2014. Non seulement l'État a utilisé toutes ces recettes, parce qu'il y a eu au total 9 000 milliards de recettes budgétaires, sans compter les dons au titre d'Ebola, sans compter les financements extérieurs des projets et des programmes. Les recettes intérieures ont atteint 8 900 milliards. Les grandes gueules. Le gouvernement a dépensé tout cet argent. Comment? Vous allez voir. Mais ensuite... Je vous ai dit, il s'est endetté, il a fait jouer la planche à billets au niveau de la Banque centrale à hauteur de 1860 milliards. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le fonds et la banque lors de la revue de la facilité élargie du crédit. Ensuite, au même moment, en 2014 et 2015, je vous ai dit qu'ils ont attribué près de 2 milliards de dollars de marché de gré à gré au clan. 5 entreprises. Je les ai citées ici. Et, si vous voulez. Ces entreprises, des marchés de gré à gré avec des prix unitaires qui n'ont rien à voir avec la réalité économique. Ouais. Mais ils ont caché ça. Attendez, dans le BTP, dans l'énergie et fondamentalement. Ils ont caché ça parce que les dépenses n'étaient pas inscrites au budget. Ils ont demandé à ces bénéficiaires de ce marché de s'endetter auprès de des banques. À l'intérieur comme à l'extérieur, la Banque centrale, contraire en violation flagrante de ses statuts, a délivré des garanties. Des lettres de crédit. Des garanties. Et le gouvernement, à la 5e revue avec le fonds et la banque, qui a eu lieu en février 2015, le gouvernement a menti. Ils disent qu'ils n'ont pas fait de garantie. Le Fonds monétaire vient de se rendre compte, et je peux vous montrer des documents à cet égard, que le gouvernement avait menti. Lorsqu'ils ont menti, ils ont pu décaisser près de 60 millions de dollars. Aujourd'hui, la règle au niveau du fonds, parce que le fonds a écrit, est que vous remboursiez les montants que vous avez décaissés à la suite de fausses informations que vous avez communiquées. Alors, on a dit que ce soit vous remboursez, soit vous plaidez coupable. Et aujourd'hui, le fonds va se réunir pour examiner la lettre d'excuse du gouvernement
qui demande, oui, il plaide coupable, nous avons menti, nous n'avons pas déclaré cette garantie qu'on avait délivrée à la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, à Lomé, en faveur de l'entreprise Ebomaf, pour 65 millions de dollars. Les grandes Cette gueules. entreprise, on lui a attribué le marché de Kissidougou-Kankan. Je vous ai dit, pour un prix au kilomètre de 1 500 000 euros. Alors que le prix normal, c'est entre 300 et 400 000 euros. Juste pour que vous puissiez dire aux auditeurs Voilà. qu'il n'y a pas un prix standard en Non, il n'y matière a de pas route. un prix Voilà. standard. Attendez, Il y a eu de la attendez. Pour surfacturation. un État, d'abord il y a la loi. Le code de marché est une loi de République qui dit que toute commande publique supérieure à 20 millions de francs guinéens doit faire l'objet d'un appel à la concurrence. Mais un État responsable, tu fais d'abord les études. Tu définis une enveloppe confidentielle. On doit dire le coût de cette route, c'est ça. Et en somme, tu lances l'appel d'offres avec un cahier de charge. Mais ça, on appelle un ami du président, on dit on te donne ça, à tel prix. Attendez. Sur Kankam, Mandiana, Sankarani, au fleuve, on a donné un marché de gré à gré à un autre Guinéen, Kaba Guiter. Mais c'est à 350 000 euros le kilomètre. Mais l'autre, oui, les mêmes contrats dans la même zone. Alors que l'autre route était déjà bitumée. C'est une forte réhabilitation, bien entendu, parce qu'elle est fortement dégradée, je le sais. Mais l'autre, Mandiana Kankan, Sankarani, n'a jamais été bitumée. Là-bas, le prix au kilomètre, c'est 350 000 euros. Et l'autre, c'est 1 500 000 km. Et le gouvernement se permet de délivrer une garantie auprès d'une institution financière étrangère et pour qu'il préfinance ce projet. Alors que dans l'engagement, dans le cadre de la facilité élargie du crédit, le gouvernement s'est engagé à ne pas contracter ou garantir des prêts non concessionnels. Un prêt est dit concessionnel lorsque il y a des dons à hauteur de 35%. Comment on détermine ça? C'est trop technique, je ne vais pas vous revenir sur ça. Mais ce prêt de la BIDC ne comportait que 3% de dons, alors qu'il faut 35% pour que l'État contracte un nouvel emprunt. Parce qu'après le point d'achèvement, il ne faut pas que l'État continue de s'endetter. Aujourd'hui, on est déjà à 1 milliard 700 et quelques millions d'endettement. Auprès de la Banque centrale. Après avoir reçu l'annulation des dettes hier. Non, l'endettement, non, pas la Banque centrale. L'endettement de l'État guinéen. L'endettement, la dette extérieure a atteint déjà 1 milliard 780 millions de francs guinéens. Donc, cette mauvaise gestion, parce que ce n'est pas par ignorance, c'est parce que c'est des amis. C'est le clan qu'il faut enrichir. Il faut leur donner des marchés. Et maintenant, aujourd'hui, lorsque le fonds a décelé ça, il fallait arrêter les paiements. Tous les chantiers sont bloqués. Ouais. Et ça risque d'avoir un coût supplémentaire parce que les entreprises sont fondées maintenant à demander des indemnisations. Parce que l'État s'est engagé et ne peut plus le faire parce qu'il avait passé les contrats sur des bases qui n'étaient pas acceptables par le fonds et la banque parce que ne reflétant pas... Et Ebomaf a plié bagage. Ebomaf a plié bagage. En tout cas, l'État a décidé d'annuler une partie. Lorsqu'ils ont été pris en flagrant délit de mensonge, ils ont annulé une partie de la garantie. Mais ils avaient déjà tiré. La plupart des chantiers sont aux arrêts. Kabele, la route Sonfonia Kabele, qui est exécutée à 6 millions d'euros. 6 millions d'euros et aux arrêts, etc. Mais est-ce que cela explique aujourd'hui le fait que l'État n'est pas accepté de baisser le prix de carburant, à augmenter les taxes sur l'importation des véhicules, à augmenter les taxes sur la téléphonie. Donc, les taxes ont explosé de gauche à droite. Et est-ce que l'État est dans l'obligation de rembourser l'argent auprès des institutions financières internationales, ce qui explique un peu la difficulté? Non, ce n'est pas aux institutions internationales. Vous savez que la monnaie guinéenne s'est fortement dépréciée. On est passé à 7 000 francs le dollar, à 9 000 francs environ. Ça, c'est le résultat, justement, de toutes ces gabégies dont je viens de parler. Non seulement l'État a dépensé les 9 000 milliards de francs guinéens encaissés au titre des recettes de l'année, parce que les recettes n'ont pas baissé malgré Ebola, mais ensuite, il a tiré 1 860 milliards environ à la Banque centrale. Mais tout ça
a servi à quoi? Lorsque vous regardez les dépenses qui ont été effectuées, vous vous rendez compte qu'on a enrichi certains. Simplement. Et aujourd'hui, l'État guinéen s'est engagé à se désendetter auprès de la Banque centrale à hauteur de 170 milliards chaque mois. Ce qui signifie quoi? Il faut augmenter les recettes et comprimer les dépenses. Et c'est pourquoi l'accord passé entre le syndicat et l'État relatif à la flexibilité des prix à la pompe ne peut pas être alpé. Parce que l'État s'est engagé, justement, à faire en sorte qu'il y ait plus de recettes que de dépenses pendant cette rébellion. Et la TSPP, la taxe spécifique sur les produits pétroliers, est la plus facile à recouvrer parce que les compagnies pétrolières payent. Donc l'État, aujourd'hui dans le prix à la pompe, vous payez sur les 8 000 francs que vous payez, 4 000 francs c'est une taxe pour l'État. C'est 4 000 qui est le coût du produit. Les 4 000 c'est une taxe à l'État. Alors que les compagnies minières sont exonérées. Les ambassades, ça c'est réciproque. Mais au niveau de EDG où il y a eu aussi une mauvaise gestion. Les grandes gueules. De Asperbras, la compagnie qui avait La compagnie brésilienne. à qui on a attribué notre marché à gré à gré. Les 100 mégawatts. Les 100 kilos, sans s'assurer qu'elle avait les compétences techniques et la surface financière pour exécuter le projet. 105 millions de dollars payés tout de suite. K-Énergie aussi. Oui, je reviendrai sur K-Énergie. Attendez, ça va venir. Alors ça, non seulement on devrait livrer, mettre en exploitation les 100 mégawatts en septembre 2012, mais en septembre 2014, ce n'était pas fait. Les clauses relatives aux pénalités, parce que l'économie a été payée, nous on a payé, et eux ils n'ont pas livré. Mais finalement, qu'est-ce que le gouvernement fait? Parce qu'il y avait beaucoup de gens dehors du clan qui ont profité de ça. Eh bien, on a dit le contrat est résilié, vous partez. Sans aucune poursuite, sans aucune indemnisation. Alors que le contribuable guinéen a payé déjà les centrales qui étaient livrées, mais la mise en exploitation n'avait pas suivi, on a pris ces centrales aussi sans appel d'offres, des émettre à des amis du président. Des amis mauritaniens. Voilà, des amis mauritaniens. On dit non, vous produisez le courant et vous vendez à énergie, à EDG. Et nous, on fournit le carburant aussi. On fournit le carburant, on vous fournit le carburant exonéré. Et comme si vous avez sous forme de BOT, comme si c'est eux qui l'avaient acheté. Bien. Alors je vais rappeler, il faut dire deux choses. L'État a l'obligation pour l'énergie, a le devoir de rendre l'électricité disponible. Mais aussi il a l'obligation, attendez, de le rendre accessible. Aujourd'hui, si vous calculez le prix de revient de l'énergie, avec tous ces surcoûts qui ont enrichi des gens, y compris qu'à l'État, aujourd'hui, j'ai parlé de ce appétit, aujourd'hui, il n'y a pas d'appel d'offres. Donc il y a beaucoup de gens qui profitent, mais qui va payer? C'est le consommateur ou le contribuable guinéen demain. Parce que... Bien. Si vous permettez, Elhadj, l'exercice est assez intéressant. Elhadj Cellou Dalein Diallo. On va repartir avec notre invité. Monsieur le Président, vous venez de faire une sorte de diagnostic. On a l'impression que tout est au rouge. Comment alors on peut sortir de cette situation? Est-ce que l'augmentation des taxes peut réussir à nous sortir de ce bourbier? Bien, d'abord je vais peut-être préciser, puisque j'ai annoncé ici beaucoup de chiffres. Au moment de la revue de la facilité élargie du crédit qui a eu lieu en décembre, l'endettement de l'État au niveau de la Banque centrale, c'était 1860 milliards. C'est-à-dire en 2015, l'État a fait usage de la planche à billets à hauteur de 1860 milliards de francs guinéens. J'ai parlé de la dette extérieure de la Guinée. La dette extérieure, le stock aujourd'hui, c'est 1 milliard 800 millions de dollars, la dette extérieure de la Guinée. Donc c'est donc en dollars. En dollars, parce qu'il y a eu environ, depuis le point d'achèvement de l'initiative PPTE, près de 800 millions de dollars de dettes nouvelles. Maintenant, comment s'en sortir? Alors, déjà, aujourd'hui, le Fonds monétaire se retrouve pour examiner le programme avec le Fonds. Avec un gouvernement à genoux. Le gouvernement a plaidé coupable pour le mensonge, pour avoir dissimulé une information capitale. Mais quelles sont les raisons Les grandes gueules pour expliquer ce mensonge? Parce que les raisons, ils ont dit
que les fonctionnaires qui s'occupent de la dette, de la coordination des administrations économiques et financières étaient trop absorbés par la lutte contre Ebola, si bien ils ont oublié de donner cette information. Parce que la 5e revue a eu lieu en février 2015. C'est à cette occasion que la mission du Fonds et de la Banque a interrogé le gouvernement s'il n'y avait eu des emprunts contractés ou garantis par la Banque centrale, des emprunts non concessionnels. Ils ont dit non, il n'y en a pas eu. Alors qu'en septembre déjà, ils avaient délivré une garantie auprès de la BIDC pour justement s'engager à payer en cas de défaillance de l'entreprise Ebomaf un emprunt de 65 millions de dollars. Donc en pareille circonstance, le pays en question rembourse les décaissements ou alors plaide coupable, le fonds peut faire ce qu'on appelle une dérogation, accepter que les arguments développés par le pays, puisque actuellement tout ce qui arrive dans notre pays c'est à cause d'Ebola, peut-être que l'impact sur le niveau de vie de la population va être vraiment catastrophique. Le fonds pourrait, c'est aujourd'hui la réunion, pourrait donc peut-être accepter les excuses du gouvernement pour ce gros mensonge. Mais la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance va continuer. Le clan, les amis du président vont continuer à être servis. J'ai appris récemment, ça c'est à confirmer, qu'il veut céder aussi dans le cadre d'un gré à gré Sotelgui à un autre ami qui aurait financé sa campagne. Donc Sotelgui, parce que Sotelgui aujourd'hui c'est un produit qui se vend très bien. Vous parlez de Abessila? Non, parce qu'il y a le nom d'Abessila quand même qui circule. Des grandes gueules. Des risques de désenchanter, ça risque de ne pas être lui, ça risque de ne pas être un Guinéen. Eh bien. Bon, maintenant on va vérifier les informations, mais vous savez, c'est l'habitude, hein, c'est le clan. Ebomaf dont j'ai parlé, c'est une entreprise burkinabé. Peut-être qu'il y aura une autre entreprise, parce qu'aujourd'hui, avec tous les équipements dont Sotelgui a bénéficié, et puis de toute façon, c'est l'opérateur historique qui a beaucoup d'avantages. On voudrait donner ça aussi à un ami du président. Bien. En tentant, bon, on va vérifier. Dans ces jours-ci, vous serez informés. Donc en gros, sans appel d'offres. Alors que, en pareille circonstance, c'est bon de faire un cahier de charge. Bien. De demander à des professionnels. D'abord, on peut même faire une préqualification, c'est-à-dire chercher des sociétés qui ont l'expérience de gestion de sociétés de télécommunications. Dire seules ces sociétés peuvent compétir. Ils vont mettre en évidence leur expérience dans la gestion des réseaux de télécommunications modernes. Et après, maintenant, chacun fait un prix. On regarde le meilleur en associant l'offre technique et l'offre financière et le contrat programme. Parce qu'il faut avoir un contrat programme, dire je vais investir ça pour que le pays dispose d'une société de télécommunications moderne et capable de faire face aux besoins. Alors, mais on va donner aux amis. Bien. Et là, c'est Dalen Diallo en direct dans cette émission. Et là, malheureusement, on sera obligé de vous inviter dans une autre émission. Un petit mot. Mais bon, ça, rapidement. La radio, on a largement... Et là, c'est Dalen Diallo a été rapidement ministre. On a largement le temps qui nous est imparti, un petit mot s'il vous plaît. Il a été ministre de la Pêche. Aujourd'hui, nous figurons sur la liste des pays tiers non coopérants, le seul pays au monde. Monsieur le ministre, oui. À votre temps, c'était quoi la magie? C'était la magie parce qu'on faisait une bonne gestion. Lorsque vous passez un accord de pêche avec l'Union européenne, vous avez des engagements. Parmi ces engagements, il y a d'abord la surveillance. Parce que les bateaux de pêche européens doivent venir pêcher dans vos eaux. Mais l'Union européenne est préoccupée par la conservation aussi des espèces. Il y a des zones de reproduction des poissons, on ne doit pas chasser. L'anarchie qui règne aujourd'hui dans le pays, que ce soit à la pêche ou ailleurs, vous ne vous rendez compte que lorsque nous sommes en partenariat avec un pays européen, mais partout, si vous faites l'audit des choses, je dois rappeler que ces marchés-là, Guicopres, Guiter, Ebomaf, K-Énergie. Non, pas K-Énergie. Non, les sociétés chinoises qui ont fait les lampadaires. On doit auditer ces marchés parce que ça a été des marchés de gré à gré. Si les audits sont menés avant août, le gouvernement s'est engagé déjà à mener ces audits-là, mais ils ne le feront pas. Parce que c'est eux qui sont derrière. Ils sont engagés, mais l'aide budgétaire de la Banque mondiale pour 40 millions de dollars
ne sera entièrement décaissé que lorsque ces audits seront menés. Mais vous, à l'Assemblée nationale, en tant que député Elhadj, qu'est-ce que vous faites dans le contrôle de l'action gouvernementale, qui est quand même votre premier rôle? Une bonne question, mais chaque fois, on a demandé à faire des commissions. Mais nous sommes minoritaires, nous l'étions déjà avant le départ de l'UFR, nous sommes devenus plus minoritaires. Il faut qu'il y ait la majorité pour qu'on mette en place une commission de contrôle. Sinon, aujourd'hui, si ce n'est pas les partenaires techniques et financiers qui demandent un audit, et même ça, M. Alpha Condé résiste. Parce que les instructions viennent d'en haut. Cet argent qui est sorti, ce n'est pas le RPG qui l'a bouffé. Dernière question, Roby. D'ailleurs, qui a conditionné le débloquement de ces 40 millions de dollars par la nomination, par la nomination d'un certain nombre de cadres à la direction, à l'inspection des finances. Le président était obligé de prendre le décret. Il a pris le décret. J'espère que l'audit, il va le faire. Mais déjà, puisque tous ces accords, tous ces contrats sont signés par M. Diaré en tant que ministre des Finances, même c'est sur instruction de Alpha, maintenant on l'envoie à la Cour de compte, c'est lui qui va juger de la régularité et de la moralité de tous ces contrats. Vous voyez, tout ça c'est pour dissimuler et c'est pourquoi nous avons dénoncé aussi cet acte. On ne peut pas envoyer Diaré pour se prononcer sur sa propre gestion. Donc parce que seul le ministre des Finances engage financièrement l'État. Et ces contrats n'ont été valables que parce qu'ils ont été signés par M. Diaré et les garanties n'ont été délivrées que lorsque le ministre des Finances l'a demandé. Donc vous soutenez la pétition qui est en cours pour demander son... Oui, on aurait souhaité juste que M. Dr Faya nous soumette pas et que ce soit même une pétition de l'opposition et d'un parti, mais nous soutenons. Nous avions déjà dénoncé ça. Ce n'est pas juste, c'est contraire à l'esprit vraiment des dispositions de nos lois. On ne peut pas... Vous allez reprendre vos marches à partir du 20 août aussi, les prix du carburant ne baissent pas. On n'a pas dit marche, on va reprendre nos manifestations pacifiques. On n'a pas encore défini les formes, mais on va, parce que tout ce que nous demandons aujourd'hui au peuple de Guinée de payer l'inflation, la dépréciation de la monnaie qui a un impact sur les prix, l'augmentation de la TVA, le refus de diminuer le prix du carburant, tout ça c'est pour payer l'enrichissement illicite du clan et le financement de la mascarade électorale à laquelle on a vécu en 2015. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Quels sont les arguments dont vous disposez pour amener le gouvernement à fléchir? Que pouvez-vous faire que le syndicat n'a pas fait? Écoutez, vous savez, le syndicat regroupe environ 200 000 personnes. C'est-à-dire les travailleurs syndiqués, fonction publique et entreprises du secteur formel. Mais lorsque cette demande, cette revendication du syndicat a été faite, c'est tout le peuple qui a soutenu. Parce que chacun se sent concerné par le panier de la ménagère. Chacun veut que les prix baissent. Et si vous baissez le prix du carburant, le riz à Kankan, à Sigiri, à Bela, à Mali, à Kundara, ça va baisser parce qu'il y a un coût de transport dans chaque prix de vente d'un produit. 20 secondes. Vous n'apparaissez pratiquement pas. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, beaucoup de choses ont été dites. Je ne sais pas, mais c'était devenu une revendication populaire. Vous n'apparaissez pratiquement pas lors des cérémonies officielles. Pourquoi, alors que vous avez rang protocolaire? Expliquez-nous, beaucoup de personnes s'interrogent sur cette absence. J'attends que toutes les formalités relatives à ma désignation comme chef de file de l'opposition soient accomplies pour être là avec vraiment... Formalité, bureau, salaire, quoi exactement? Il y a bien de salaire. Absolument, ça avait été bien déterminé. La loi, je crois que c'est sur proposition du président de la République. Elle a été adoptée, mais on ne veut pas la respecter. Il faut que la loi soit respectée. C'est aussi clair. C'est aussi clair que ça. Et là, je salue Dalen Diallo. Il était notre invité en ce lundi 14 mars.